Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous accueillir à ce webinaire du Centre d'études Khmer. Donc aujourd'hui, nous recevons Candice Stepp. Donc avant de vous présenter notre intervenante et de vous dire quelques mots sur son travail, je voulais donc déjà vous expliquer que la présentation va être suivie d'une discussion. Et pour cette discussion, si vous voulez poser des questions à Candice, vous pouvez les écrire la section Q&A que vous trouvez donc sur l'écran. Donc, je suis sûre que vous allez avoir beaucoup de questions et que nous allons avoir une discussion très intéressante et très animée après la présentation de Candice. Alors, Candice a reçu une bourse du Centre d'études Khmer en 2024 pour son travail de dissertation doctorale. Donc, Candice est actuellement doctorante en psychologie et elle est rattachée au laboratoire psychopathologie et processus de changement à l'Université Paris 8. L'étude qu'elle mène actuellement fait suite à son travail de recherche en DESS et en DEA donc qu'elle a fait à Paris 7 et à Paris 13, un travail qui portait sur la psychologie clinique, l'anthropologie psychanalytique et les pratiques interculturelles. Donc Candice est également clinicienne, elle a travaillé beaucoup avec des enfants, des adolescents. Donc elle a été clinicienne en France et elle est maintenant actuellement en pratique aussi au Cambodge depuis plusieurs années. Elle s'intéresse particulièrement à la transmission intergénérationnelle. Et donc aujourd'hui, elle va nous présenter son travail de recherche sur les berceuses traditionnelles khmer dans la construction des liens affectifs entre l'enfant et son milieu familial. Donc, elle va aussi nous parler des modalités de transmission et d'affiliation culturelle. C'est une recherche interdisciplinaire qui pose de multiples questions sur les processus donc, de transmission. Elle a fait un travail de terrain fascinant dont elle va nous parler plus en détail avec de multiples méthodologies et qui aussi pose quand même beaucoup de questions intéressantes sur le positionnement. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la place à Candice. Candice, je vous en prie. Good morning everyone. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Merci beaucoup Stéphanie pour cette présentation, mais aussi d'avoir accepté de modérer ce webinaire. Merci au CKS pour avoir organisé ce webinaire. Je vais donc vous présenter aujourd'hui les tout premiers résultats de ma recherche qui traite du phénomène des berceuses dans la culture cambodgienne. C'est une grande première et c'est une première sous forme de webinaire, donc je suis preneuse de vos retours pour nourrir mes réflexions. Les berceuses, donc, sont des mélodies entonnées par les figures parentales, généralement pour apaiser et endormir les jeunes enfants. La littérature internationale et pluridisciplinaire montre que la berceuse recèle d'autres fonctions structurantes dans le développement psychique du bébé. Et au Cambodge, société à tradition orale, les berceuses cambodgiennes, en langue khmer, on dit Chomrin Bompay, continuent de se transmettre par les figures parentales en milieu rural. Elles constituent un patrimoine d'une grande richesse qui tend à disparaître avec l'évolution sociétale. Cette étude s'intéresse donc à la place de ces berceuses, des Chomrin Bompay, dans la construction des liens affectifs entre le jeune enfant et son milieu familial, ainsi que les modalités de transmission et d'affiliation à la culture. Une revue littérature m'a permis de définir les contours du thème des berceuses. C'est un thème qui est abordé dans de nombreuses recherches scientifiques au niveau international et dans plusieurs disciplines, notamment en anthropologie, en psychologie, en pédopsychiatrie et en ethnomusicologie, ainsi qu'en ethnolinguistique. La berceuse est présentée comme une pratique universelle et intemporelle. Outre sa fonction calmante pour endormir le jeune enfant, elle présente plusieurs autres fonctions. Elle est qualifiée de phénomène transitionnel. Elle permet de contribuer au lien d'attachement mère-enfant. Elle présente une fonction dans le développement cognitif du jeune enfant, notamment au niveau langagier. Elle présente également une fonction de transmission culturelle et éducative. Elle est toujours associée au bercement et plusieurs styles de maternage propres à chaque culture. Il existe des variantes et des styles donc de berceuses différents en fonction de la culture.
Et les berceuses peuvent être instrumentales, elles peuvent être héritées, à texte, personnalisées, contextualisées. Et donc, comme je disais, elle est donc associée au style de bercement propre à chaque culture. J'ai affiné ma revue de la littérature plus précisément sur les deux axes qui nous intéressent dans cette recherche. Le premier concerne la fonction de la berceuse dans la construction des liens affectifs. Et au-delà de la fonction d'endormissement, la berceuse présente plusieurs autres fonctions, hein. Elle contribue à l'attachement maternel au travers des rimes, des assonances, de la répétitivité. La berceuse donc procure un réconfort inconscient et réciproque. Elle favorise la qualité émotionnelle. Elle contribue au processus de séparation et de retrouvailles. C'est aussi un acte créatif, hein, qui permet de s'exprimer, de communiquer. Et aussi, elle encourage le lien social. Elle exerce une influence sur le développement moteur, cognitif, notamment dans la construction du langage, de la mémoire auditive et de l'attention. Elle est également qualifiée d'enveloppe sonore, utilisée souvent aujourd'hui dans les ateliers thérapeutiques, notamment en périnatalité, pour aider les diades mère-enfant à créer du lien. La berceuse présente également des fonctions de transmission culturelle. C'est mon deuxième axe. Elle s'inscrit dans le berceau culturel, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans le portage culturel du collectif par la transmission intergénérationnelle, hein, toutes les représentations culturelles. La berceuse est la première étape de transmission culturelle des connaissances culturelles au bébé, pardon, la première étape de transmission des connaissances culturelles au bébé. Les figures parentales sont des passeurs de vie et de culture. C'est aussi un média de projection, hein. Elle permet de transmettre, au travers du contenu des berceuses et du style médical, eh bien, l'histoire, les valeurs, les traditions, les styles musicaux. C'est très intéressant en fonction, en effet, aussi des cultures, de voir ce qui est transmis. Elle est associée donc au bercement et elle contribue aux acquisitions précoces de savoirs linguistiques et culturels par l'éveil des sens et du corps, hein, en référence au corps comme instrument de transmission dont plusieurs anthropologues ont décrit. Alors, parallèlement à ma recherche, hein, qui s'inscrit dans le contexte culturel cambodgien, il n'y a pas de littérature sur le sujet des berceuses dans le contexte cambodgien, mais j'ai pu relever quelques éléments culturels pertinents pour la recherche, notamment au niveau des croyances khmer, hein, autour du bébé. Le bébé khmer s'inscrit dans un réseau de croyances bouddhistes, Theravada et animistes, qu'il positionne entre deux mondes, on va le voir plus précisément par la suite, surnaturel et humain. Le bébé évolue dans un univers donc peuplé d'êtres surnaturels et d'ancêtres. Il existe des rites de passage et de protection. Et l'être social se développe à l'intérieur d'un cycle de vie au Cambodge. C'est une incarnation de passage entre deux mondes. Ma problématique, eh bien, la revue de littérature montre une absence de recherche scientifique, hein, sur le phénomène des berceuses au Cambodge. Et donc, c'est une étude qui propose de développer la connaissance des Chomrin Bonpech au sein des communautés rurales de la province de Takev, en prenant appui sur le paradigme transculturel, hein, qui intègre une approche complémentariste, permettant d'investiguer à la fois une compréhension psychologique et anthropologique du phénomène des berceuses au Cambodge. C'est une recherche qui s'attache à étudier plus particulièrement les représentations, les croyances familiales et culturelles véhiculées par les berceuses, ainsi que leur rôle. Donc, premier axe, dans la construction des liens affectifs entre le bébé et son milieu familial, et dans mon deuxième axe, dans les modalités de transmission et d'affiliation culturelle de l'enfant. Ma méthodologie, c'est un modèle constructiviste, hein. Elle est prospective donc, et qualitative, et elle s'appuie sur l'expérience, la subjectivité, les conceptions et les représentations des participants, dans leur propre langue et en les observant dans leur cadre de vie quotidien. La rencontre et la co-construction du sens et du savoir avec les participants est primordiale dans cette méthodologie. Et donc, les hypothèses se construisent au fur et à mesure de la recherche et donc c'est une co-construction de sens et de savoir avec les participants. Le contexte et le lieu d'étude, eh bien, j'ai choisi mon terrain de recherche dans la province de Takev. C'est une province qui se situe au sud du Cambodge, hein, à l'ouest du Bassac, et sa capitale est la ville de Takeo. Elle est située donc à 78 km au sud de Phnom Penh, à la frontière du Vietnam. Elle est souvent désignée comme le berceau de la civilisation cambodgienne.
Et lors de la saison des pluies, les terres sont inondées. La province se compose de champs de riz et d'autres plantations agricoles. La province dispose également d'un des plus grands fleuves du pays, qui symbolise la frontière de l'Est, qui s'appelle le Bassac. La population, eh bien, le recrutement et pour le recrutement, la présentation de la recherche et du cadre éthique s'est déroulée en langue khmer, en présence de la sage-femme chef et de l'interprète terrain au centre de santé de Preslek, dans la province donc, de Takeo. Le protocole de recherche a été soumis et validé par le comité d'éthique du Cambodge. Des questionnaires ont été passés, des questionnaires démographiques ont été passés en premier au centre de santé, après avoir expliqué oralement la recherche, donc avec l'aide de mon interprète, dont on va parler par la suite. Au total, 13 familles ont accepté de participer à l'étude et nous accueillir à domicile, dont des dyades mères-enfants, des grands-mères avec des enfants, d'origine cambodgienne, donc d'origine khmer, et vivant en milieu rural. L'âge des enfants est compris entre 0 et 3 ans. J'ai aussi rencontré une nurse, en fait, une femme âgée d'une des communautés, veuve et sans enfants, qui s'occupe des enfants de la communauté. Et puis, j'ai rencontré aussi un kloukmer, donc qui est l'équivalent d'un guérisseur traditionnel, donc de la communauté que j'ai rencontrée. Pour recueillir les données, j'ai utilisé des outils de recherche anthropologiques et psychologiques. Des entretiens cliniques de recherche basés sur une grille thématique, sur le thème des berceuses. Et les entretiens cliniques de recherche sont filmés et enregistrés. J'utilise aussi l'observation participante. Avec mon interprète, nous avons partagé des journées entières en immersion avec les familles. L'observation des bébés dans leur milieu rural. Donc, j'ai pu faire des photos et des séquences filmées des soins et des rites, plus précisément sur les moments d'endormissement des bébés, mais aussi des techniques de maternage aussi qui étaient intéressantes au moment où j'étais sur le terrain. Un carnet de bord me permet de noter les informations contextuelles et mes ressentis tout au long de la recherche sur le terrain. La littérature anthropologique aussi, j'ai fait des allers-retours avec la littérature pour mieux saisir mes observations. Là, alors, la procédure et l'adaptation méthodologique. Alors, parfois, entre ce qu'on écrit dans le protocole et puis le terrain, il y a aussi une différence. Il m'a fallu, dans le contexte transculturel de ma recherche, il m'a fallu prépenser mon positionnement de chercheuse franco-khmer et penser la notion de contre-transfert culturel. Je suis franco-khmer, j'ai des représentations du Cambodge, de la culture, de la langue. Et donc, comme toute recherche, il est très important de réfléchir à une analyse subjective avant de commencer sa recherche, mais aussi tout au long de la recherche. Pour moi, différentes raisons personnelles et motivationnelles m'ont poussé à effectuer mon étude au Cambodge. Et donc, mon histoire, mes représentations culturelles, la connaissance partielle de la langue et de la culture d'origine du terrain implique donc une réflexion. Et donc, j'ai dû prépenser ce positionnement et donc la notion de contre-transfert culturel. C'est ce qu'on appelle aussi la réflexivité. Pour rappel, le contre-transfert, c'est une notion, le contre-transfert culturel, notamment plus précisément, c'est une notion qui est définie par Devereux et qui est définie comme la somme totale des déformations de chaque observateur, chercheur, psychothérapeute qui influence la perception et les réactions explicites et implicites, conscientes et inconscientes, envers son propre objet de recherche, patient. Évoquer donc et analyser le contre-transfert culturel, c'est prendre en compte l'importance de la dimension culturelle, prendre en compte l'histoire individuelle et collective. Donc c'est une notion qui se situe au carrefour de l'individuel et du collectif. Et il convient de penser l'élaboration de l'altérité de l'autre en soi, et l'importance de se décentrer culturellement, c'est-à-dire euh, euh, penser l'autre en dehors de sa propre culture pour éviter les écueils d'interprétation ethnocentristes. Il m'a donc fallu co-construire un dispositif méthodologique culturellement adapté en prenant en compte la place de l'interprétariat de la traduction. J'ai scindé le dispositif d'interprétariat en 3 phases. La première phase, c'est la recueil des données sur le terrain avec une interprète terrain que j'ai choisie comme étant originaire de la province de Takev, parce que tout simplement, il y a
un accent, il y a un dialecte dans cette province qui est différent. Et c'était très important qu'elle soit une interprète qui ne soit pas forcément formée au niveau universitaire, qui soit vraiment brute et authentique. Il nous a fallu un temps d'apprivoisement culturel réciproque pour composer la place de chacune. Et elle m'a beaucoup aidée à la mise en lien avec les familles en participant à la construction du lien social lors du recrutement et la prise de rendez-vous. Et elle m'accompagne aussi dans la compréhension des codes sociaux. Elle a un vrai rôle d'informatrice qui me permet de mieux comprendre le contexte culturel et puis de me permettre au-delà de la traduction de l'interprète Aria, de faciliter mes relances qui me permettent d'être donc du coup enfin, son interprétation, son interprétariat, pardon, me permet d'être plus précise et adaptée dans mes relances pendant les entretiens. Et donc, elle est devenue co-chercheuse et médiatrice culturelle. Dans un deuxième temps, à partir des entretiens donc enregistrés, je fais une retranscription littérale, mot pour mot, des parties en langue française, et puis un traducteur universitaire formé en linguistique et en anthropologie fait la retranscription mot à mot des entretiens en langue khmer. Cette retranscription prépare à la troisième phase, qui est la phase de traduction conjointe et simultanée avec le traducteur universitaire. Donc le même traducteur universitaire qui fait la retranscription, on se voit à l'université pour faire une traduction qu'on pourrait dire in vivo, puisqu'en fait moi j'étais sur le terrain et donc je connais le contexte des entretiens. Et donc c'est un temps précieux puisque c'est un temps qui contribue au décryptage des références culturelles qui sont laissées en suspens sur le terrain lors des rencontres. Et puis, c'est une analyse linguistique anthropologique et elle permet d'approfondir la recherche des références, justement, des rites et des rituels, des berceuses, des textes religieux, etc. L'analyse des données en cours. Donc là, je suis dans la phase de la traduction des entretiens, donc plutôt à la fin des entretiens. La traduction en cours m'amène à constituer un glossaire avec des termes linguistiques spécifiques associés aux soins, aux techniques de maternage et aux rites, un répertoire des rites et des rituels, grâce au récit, l'observation, à l'analyse des films. J'ai aussi au fur et à mesure composé un tableau thématique basé sur la grille d'entretien. Qui donc le tableau thématique, je n'ai pas encore fait l'analyse thématique des entretiens, mais j'ai fait un tableau. Et puis, je suis en train de constituer un répertoire des berceuses également, avec les récits, les observations filmées. Par la suite, cela donnera lieu, les entretiens, une fois traduits, donneront lieu à l'analyse thématique et l'analyse du contenu des récits. Je vais vous présenter donc mes tout premiers résultats. L'étude, surtout de la berceuse, s'inscrit dans une totalité complexe qui nécessite de recontextualiser le phénomène. Sans ne présenter qu'un trait culturel isolé qui n'aurait pas de sens. Donc, il faut la recontextualiser. Et donc, mes trois grandes données qui ressortent, c'est tout premièrement, le bébé cambodgien évolue au sein d'une parentalité collective et communautaire. Mon deuxième grand point concerne le syncrétisme culturel et religieux qui inscrit le bébé entre deux mondes. Et puis mon troisième point, les croyances et les représentations culturelles et familiales influencent les techniques de soins prodigues au bébé et les modalités thérapeutiques. Donc l'adaptation et la réalité sur le terrain. Eh bien, j'ai rencontré 13 familles que j'ai recrutées, mais sur le terrain, j'ai accueilli toutes les personnes de la famille qui étaient présentes. Donc, ce n'était plus seulement des diades mère-enfant, ni seulement des diades grand-mère-enfant, mais sur les 13 familles que j'ai rencontrées, 12 familles vivent avec les grands-parents, 9 familles avec les grands-parents, donc maternels, dont une grande-mère veuve, 3 familles avec les grands-parents paternels, donc, majoritairement, les jeunes parents, une fois mariés, vont vivre dans la famille maternelle. 4 arrière-grand-mères sont présentes aussi. 5 familles vivent avec les tantes, dont 3 familles avec les oncles. 3 familles vivent avec les grandes tantes célibataires sans enfants, qui ont un rôle précieux aussi.
les enfants aînés et voisins de la communauté, eux aussi, qui s'occupent des bébés. Et puis, j'ai rencontré une nurse d'une communauté, qui est donc de la communauté, d'une des communautés, qui est veuve et sans enfant. J'ai aussi rencontré un clou par la suite. Qui berce? Eh bien, les mères, les grands-mères, les arrière-grands-mères et les enfants aînés chantent pendant l'endormissement du bébé. Il n'y a pas seulement que les femmes, hein, les grands-enfants aussi. Et aussi un papa. Dans les entretiens, un seul papa nous a dit qu'il chantait. Euh, L'intensité du balancement est fonction des pleurs et gesticulations du bébé. Les chants sont toujours associés au bercement dans le hamac. Et l'intensité du balancement est fonction des pleurs et des gesticulations du bébé. Le bébé est placé dans le hamac et chacun se relaie pour maintenir le balancement constant du hamac pendant toute la durée du sommeil du bébé. Et la plupart du temps, le hamac est relié avec une ficelle, comme on peut le voir sur les images, ce qui permet aux membres de la famille de faire plusieurs choses en même temps. Et donc, c'est un contrat implicite, elle se relaie. Ils se relaient sans se le dire. Si la maman est en train de bercer, puis elle se lève pour aller faire quelque chose, la grand-mère va prendre le relais direct. Voilà. Au-delà de la parentalité collective, le quotidien des familles est aussi peuplé par les croyances aux ancêtres familiaux et les êtres surnaturels, dont la mère originelle, qu'on appelle Mada Edam. Mada Edam, elle est apparue dans tous les entretiens, alors plus ou moins explicitement. La mère originelle, donc, c'est la mère de la vie d'avant. Selon les croyances, eh bien, il y a, le bébé naît entre deux mondes. Il est encore proche de sa vie d'avant. Et sa mère de la vie d'avant, la mère originelle, veut reprendre cet enfant parce qu'elle ne considère pas que c'est le sien, selon elle. Et donc, elle vient tourner autour, elle vient jouer avec lui, selon les croyances. Et pendant que le bébé dort, par exemple, on peut le voir sourire, hein, comme tous les bébés du monde. Et selon les croyances, eh bien, c'est la mère originelle qui vient jouer avec le bébé. Selon les croyances aussi, eh bien, elle est capable de venir reprendre son bébé en lui causant la mort. Et les fièvres et les convulsions sont un signe de sa venue et là où elle pourrait justement le reprendre, le moment où elle pourrait le reprendre. Euh, des actes donc rituels vont donc avoir pour fonction d'inscrire le bébé dans la société actuelle et de lui éviter qu'il ne reparte, qu'il ne soit repris dans la vie antérieure, dans l'autre monde. Euh, on a pu assister avec mon interprète au premier rite de passage, le Tomlek Chongkran, qui est ici célébré au 21e jour du bébé. Ça va permettre d'illustrer, de vous expliquer voilà, ce bébé entre les deux mondes. J'ai fait un film en 3 séquences que je vais vous détailler dans la diapo suivante. La cérémonie était composée de jeunes parents et du bébé, de 8 femmes âgées des deux lignées et 3 hommes de la famille. Les femmes ont préparé ensemble les offrandes de façon millimétrée. Et la cérémonie a été présidée par une femme âgée du village faisant fonction de Krukmer. Hein, la femme âgée du village peut avoir le savoir qui lui permet de présider ce rite. Nous avons été invités, comme les personnes âgées, les familles et les voisins, la famille et les voisins de la communauté, à manger le curry à 7 heures le matin avant de commencer la cérémonie. Donc, 3 phases, j'ai filmé en 3 phases et le film est en cours d'analyse anthropologique. Donc, c'est un rite qui est assez complexe et à l'intérieur du rite, évidemment, il y a d'autres rituels dont on peut tirer 3 phases importantes. La première phase consiste à appeler les ancêtres et présenter le bébé aux ancêtres, ainsi que adresser ses vœux de bonheur au bébé. La deuxième phase consiste à prier en pali, alors ce qu'on appelle Sotwa. Ce sont des prières bouddhistes qu'on adresse aux êtres surnaturels et on leur demande d'être à distance du bébé, de le laisser tranquille. Donc, on les invite à venir le voir, mais ensuite, on prépare des offrandes. Donc, vous voyez les offrandes sur les images, mais il y a une assiette spécialement préparée que un des hommes va apporter à l'extérieur de la maison pour demander aux êtres surnaturels de manger à l'extérieur de la maison, mais non plus à l'intérieur. Dans la troisième phase, les deux mères, donc c'est l'image en dessous,
Les deux mères, la mère originelle et la mère biologique, vont passer un accord d'échange. C'est le moment du passage de la mère originelle à la mère biologique. Donc, cette vieille femme va demander elle va simuler en fait ce contrat entre ces deux mères et elle va demander à la mère originelle de couper le lien à 3 reprises en demandant à la mère biologique de couper 3 fois une feuille de bétel. Voilà. Donc à partir de ce jour-là, la mère biologique devient la mère officielle du bébé. Nous avons pu observer dans toutes les familles le rituel du couteau. Selon leur récit, pour protéger le bébé de la mère originelle, on pose un couteau. Le couteau, euh, le couteau permet donc de dissuader la mère originelle. On voit une mère à gauche qui arrive au centre de santé avec le couteau pour protéger son bébé. Hein. Déplacer son bébé de la maison, c'est alors que la maison a été encerclée, bénie pour protéger le bébé. Là, quand il se déplace, il y a toujours un risque quand il est petit comme ça. Donc, elle se déplace avec le couteau. D'ailleurs, on peut voir aussi que c'est une nouvelle accouchante, hein, parce que elle a, elle a son bonnet sur la tête et elle est très couverte alors qu'il fait très chaud. On considère que que les mamans refroidissent après l'accouchement. Et donc, il faut boucher les orifices, donc avec le bonnet. Euh, donc, toujours hein, pour dissuader Madaï Dam. Il est souvent apposé aussi sous le hamac, au-dessous du hamac et au-dessus de la tête du bébé quand il dort aussi. Je l'ai vu aussi parfois dans le hamac. Quand il grandit, on l'enlève. Vous voyez qu'en fait, il est protégé par du papier ou du plastique pour éviter que les autres enfants plus grands n'y touchent et se fassent mal. La variabilité de la durée du rituel varie en fonction des familles. Parfois, il est plus ou moins tardivement mis. Il y a les amulettes aussi, les bracelets et colliers de protection donnés par le Khmer, pardon, le bonze ou le Atia. Le Atia étant un enseignant, un laïc qui assure la liaison entre le clergé bouddhiste et les laïcs. C'est un maître aussi de cérémonies religieuses. Et c'est aussi un praticien des rituels traditionnels et guérisseur. Euh, donc là, il y a une des grand-mères qui commente, c'est pour que le bébé ne soit pas malade et qu'il ne pleure pas. Les croyances, c'est donc que les représentations culturelles et familiales vont avoir une influence sur les techniques de maternage et les modalités thérapeutiques pour calmer les pleurs du bébé. Il convient donc tout d'abord de comprendre l'étiologie des pleurs. Les pleurs ne sont jamais liés aux somatiques, mais les pleurs sont liés aux êtres surnaturels, aux ancêtres et à la mère originelle, Madame Dame, toujours. Le bébé pleure, mais on dit en khmer qu'il est agité. Et s'il est agité, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne autour de lui, qui le dérange. Donc, une fois qu'on a compris l'étiologie des pleurs, qui est donc très différent de notre culture à nous, hein, euh, il faut donc éloigner les pleurs. Il faut donc éloigner les esprits pour que le bébé s'arrête de pleurer. Kat, c'est aussi agité pour le bébé, mais c'est aussi un terme qui est utilisé quand on parle des esprits et des fantômes. Ça veut dire mauvais, vicieux, méchant aussi. Les berceuses représentent une modalité thérapeutique donc pour calmer les pleurs du bébé. C'est là où elles interviennent notamment, parmi d'autres modalités thérapeutiques. C'est celle qui nous intéresse en tout cas pour cette recherche. Et elles sont associées donc au style de bercement, toujours, hein, soit donc principalement dans le hamac, mais également avec le tapotement rythmique sur les fesses pour l'endormissement. Et selon le récit et les observations, il existe une variabilité du début du chant. En dessous de 3 mois, la majorité des familles, peut-être sauf une, dont je vais vous présenter d'ailleurs une étude de cas par la suite, ne bercent pas avant 2-3 mois parce qu'elles considèrent que le bébé ne comprend pas avant 2-3 mois, qu'il n'entend pas avant 2-3 mois, selon leurs croyances. Et puis l'arrêt des berceuses se fait entre 1 et 3 ans, ça dépend aussi des familles. Parfois, ça peut durer aussi beaucoup plus longtemps en fonction de beaucoup de choses, mais on verra par l'étude de cas par la suite que ça peut être aussi un symptôme aussi d'angoisse, un marqueur d'angoisse. Les berceuses sont autorisées le jour, mais elles sont interdites la nuit
pour ne pas attirer là, ce qu'on appelle la femme fantôme, Priei Krolla Plung, qui est morte en couche. C'est une femme qui est morte en couche et qui elle-même berce la nuit. Elle veut aussi récupérer les bébés, comme étant le sien. Donc, bercer la nuit, ce serait se confondre avec elle. Et en anthropologie, on dit que le même attire le même, et donc il ne faut pas se confondre avec cette femme fantôme. Il existe aussi une variabilité des intonations et de l'intensité du chant en fonction de l'intensité des pleurs du bébé. Plus le bébé pleure fort, plus les chants sont forts, et inversement. Si le bébé ne pleure pas, on ne chante pas. Il existe aussi une variabilité des thèmes des berceuses. Il y a des chants religieux, ce qu'on appelle le 3, des chants populaires, instrumentales, seulement avec des intonations, des rimes, des assonances, des répétitivités. Euh, il existe d'autres modalités thérapeutiques, notamment Chombu, c'est l'appel aux ancêtres. Les familles et le Klukmer utilisent ces méthodes thérapeutiques aussi pour calmer les pleurs du bébé. Chombu, c'est l'appel aux ancêtres des deux lignées en faisant brûler des baguettes d'encens et en demandant aux ancêtres des deux lignées de laisser le bébé tranquille, en leur promettant des offrandes. C'est des offrandes spécifiques, hein. Si le bébé arrête de pleurer. Si le bébé arrête de pleurer, quelques jours après, la famille fera une cérémonie pour remercier les ancêtres de l'arrêt des pleurs en offrant donc les offrandes spécifiques, en fonction de ce que les ancêtres aiment. Mais la famille peut le faire, mais ils appellent aussi le clou pour le faire. Le clou cherche les causes auprès des deux lignées. Pourquoi ils font pleurer le bébé? Qu'est-ce qui se passe? Et le clou est un peu est aussi astrologue, donc il va regarder en fonction des dates de naissance, de la date de naissance du bébé, ce qui se passe. L'appel au clou jour et nuit. Alors, c'est très intéressant parce qu'on voit quelques familles qui m'ont parlé de l'appel au clou la nuit. Hein, c'est un clou khmer, c'est comme un pédiatre qu'ils appellent spécifiquement pour calmer les pleurs quand le bébé pleure trop. Et, quand le clou ne peut pas se déplacer, il fait une consultation par visio. Donc, le clou se modernise, le clou khmer. Parce que la nuit, je vous rappelle qu'on ne peut pas bercer. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Les prières, donc le 3, c'est on prier, réciter un texte, des paroles en un état philosophique religieux. C'est donc des conseils de Bouddha et des textes religieux liés au bouddhisme. Elles sont récitées par le clou aussi. Et dans le dernier entretien avec le clou que j'ai pu traduire, j'ai pu constater qu'en fait, il a parlé des prières pour le bébé agité, qui sont les mêmes que pour chasser les fantômes qui sont morts, décédés de suicide ou accidentellement de la route. Et parallèlement, les familles peuvent aussi appeler le médecin du centre de santé. Et le centre de santé, ils disent bien que c'est 50-50, hein. Ils vont aussi au centre de santé, mais ils vont quand même chez le clou. Voilà. Je vais vous présenter une étude de cas. Donc, je vous propose à présent de vous emmener sur le terrain, hein, en lisant ensemble une étude de cas pour illustrer ces trois grandes données. Alors, cette famille est composée de jeunes parents qui ont 28 ans et leurs enfants, une petite fille de 6 mois et demi et un fils aîné de 9 ans. Elle est composée aussi de la grand-mère maternelle qui est veuve, hein, qui a 68 ans, et de la sœur aînée de la maman qui est célibataire sans enfant. La tante maternelle, donc cette sœur célibataire, n'intervient pas pendant l'entretien, mais elle s'occupe aussi des enfants. Et elle est présente aussi lors du déjeuner que nous avons partagé pendant l'observation participante. Les jeunes parents travaillent épisodiquement pour la préparation et le service dans les cérémonies religieuses, notamment les mariages et toutes les fêtes religieuses. Nous sommes donc reçus à domicile dans l'espace de vie principal, sous la maison sur pilotis. C'est également l'espace qui sert de couche à la grand-mère, les jeunes parents et leurs deux enfants. La nuit, ils dorment tous les uns à côté des autres, près des bœufs, pour les garder. La tante célibataire occupe seule la nuit l'espace fermé à l'étage de la maison. 2 journées ont été consacrées aux entretiens et à l'observation participante.
Des séquences de soins prodiguées au bébé ont été filmées. Le père et la grand-mère ont pris principalement la parole pendant l'entretien, tandis que la mère vaquait aux activités ménagères en même temps. Chacun s'occupait du bébé naturellement à tour de rôle pendant l'entretien. Nous les avons vus au total 5 fois en rendant visite à la communauté. Hein, c'est une famille qui vit sur le même terrain que 4 autres familles. J'ai laissé les verbatims à la fois en khmer et traduits en français pour les participants éventuellement khmer et vous montrer aussi la méthodologie. Au cours d'entretien donc dirigé sur l'expérience des berceuses, hein, j'ai toute une grille thématique au sujet des berceuses, eh bien le sujet des pleurs a occupé toute la place, c'est pratiquement d'emblée. La berceuse donc est une des modalités thérapeutiques pour calmer les pleurs du bébé, mais il leur est difficile de définir la berceuse. Quand je leur demande voilà, de définir, elle s'apparente à une pratique rituelle naturelle et même la grand-mère a chanté en guise de réponse. Le père dit, pour moi, je la berce pour qu'elle ne pleure pas, pour qu'elle reste calme, pour qu'elle dorme. Je joue avec elle pour qu'elle ne pleure pas. La mère est un peu gênée, elle rit et elle dit pour que le bébé ne pleure pas et dorme. Et la grand-mère, elle ne peut pas la définir. Elle dit juste je berce depuis l'accouchement et elle se met à nouveau à chanter. Dors bien mon bébé, maman, c'est plutôt la figure maternelle, hein, est là pour te bercer, ne pleure pas mon bébé. C'est une berceuse traditionnelle. Le début de la pratique des berceuses, cette famille commence à chanter dès la naissance. Il existe des façons donc différentes de bercer, chanter aussi en fonction de l'âge du bébé. Alors, c'est l'une des seules familles, c'est la seule famille qui m'a dit chanter dès la naissance. Toutes les autres familles bercent à partir de 2-3 mois. Le père nous dit, depuis l'accouchement, donc je berce, la grand-mère aussi. Après l'accouchement, c'était très difficile car elle pleurait beaucoup et on ne pouvait pas la prendre pour aller se promener, pour la calmer. Alors on la berçait. Il utilise le terme sraini srainu, qui veut dire crier ici et là, en fait. Crier, chanter avec plus d'intensité en fonction des pleurs du bébé pour la calmer. Plus le bébé crie fort, pleure fort, plus il va crier fort, chanter fort et inverse. Donc on ne berce pas de la même façon en fonction des pleurs du bébé et non plus en fonction de l'âge du bébé. Là, c'est important parce que il dit qu'il pouvait pas en fait aller se promener avec elle parce qu'on ne peut pas sortir en fait de l'espace qui est sacré, qui a été souvent béni en l'occurrence là, et il peut pas la bercer encore. On la met pas dans le hamac dès la naissance parce que c'est un peu dangereux. Enfin, c'est un peu dangereux, c'est dangereux en fait. On met pas dès la naissance, à partir de 2-3 mois. On commence à bercer avec le mouvement dans le hamac. Le début, donc, ça y est, hop. La durée des berceuses, eh bien, c'est pareil pour cette famille, ça dure plus longtemps que pour les autres familles. Ils disent bercer jusqu'à ce qu'ils parlent. Ça dépend. Le papa dit. La grand-mère, elle dit jusqu'à ce qu'ils soient grands, qu'ils comprennent au sens de raisonner, jusqu'à ce qu'ils mûrissent au sens de raisonnable, savoir qu'il est temps de dormir. Et c'est-à-dire 6 ou 7 ans. La mère dit 7 ou 8 ans, parce que je vous rappelle qu'ils sont un enfant aîné de 9 ans. S'il ne dort pas, on le berce. Elle dit, la mère, je l'ai toujours bercé parce qu'il l'aîné, enfin lui, le grand garçon, était agité. La grand-mère dira, on le mettait dans le hamac et on l'a bercé dès la naissance, jusqu'à ce qu'il grandisse, jusqu'à ce qu'il rentre à l'école. Donc c'est particulièrement long dans cette famille. Mais ça concerne le grand garçon parce que pour la petite, hein, qui donc a 6 mois et demi au moment où on les rencontre pour la première fois, la petite ne pleure pas beaucoup et ils n'ont pas eu besoin de bercer beaucoup, en fait, de chanter beaucoup. Ils ont beaucoup moins besoin que le grand. Les berceuses sont transmises donc entre générations, hein. Le père, j'ai choisi un verbatim qui dit que le père eh ben, il dit, en fait, les mots qu'on utilise pour bercer le bébé existent depuis longtemps, depuis les générations précédentes qui berçaient. On les a entendus, on les répète pour que le bébé reste calme. Si on veut savoir les titres et comment chanter concrètement, il n'y a pas de modèle ni de titre. Ce qui est important, c'est de pouvoir calmer le bébé et qu'il nous écoute. Voilà. Le recours au Kloukmer. Après l'accouchement, au retour du centre de santé, la petite fille, hein, la petite fille de 6 mois et demi qu'on a rencontrée là pour la première fois à 6 mois et demi, elle pleurait beaucoup. La famille a fait appel à un Kloukmer pour préparer l'espace du bébé.
Il raconte la nécessité de faire Poatseima, ça veut dire réciter des incantations, des prières en marchant, en délimitant l'espace pour le rendre sacré. La mère dit, oui, je ne savais pas trop pourquoi le bébé pleurait beaucoup, alors on a invité un Atya pour venir préparer l'espace du bébé. Il était très agité et pleurait beaucoup. Après avoir fait venir le Atya pour préparer son espace, pour bénir avec l'eau, et là, elle nous fait comprendre que cet acte rituel a été efficace, que le bébé a arrêté de pleurer. Le rituel du couteau est aussi utilisé. Au quotidien, la famille utilise le petit couteau ou une petite hache à poser au-dessus de la tête du bébé. Ils nous diront tête vers l'est. Le couteau pour le bébé donc, est utilisé de jour dans le hamac lorsque la famille est occupée, comme de nuit, bien que le bébé dorme au milieu de ses parents. Le fils aîné dort du côté de sa maman pour ne pas gêner sa petite sœur. La mère dit « Parfois je mets le couteau, parfois une hache ». La grand-mère dit « Mais simplement, il faut mettre soit le couteau, soit la hache, la partie coupante vers l'extérieur. C'est ce que disent les personnes âgées. » Cette grand-mère veuve le met également pour elle-même, pour la protéger des êtres surnaturels, mais également des mauvaises personnes humaines. Le couteau est toujours utilisé pour le fils aîné âgé de 9 ans, ce qui est assez exceptionnel dans toutes les familles, on n'a pas vu ça. L'appel aux ancêtres. Eh bien, donc devant les pleurs du bébé, la famille et le clou pratiquent également le rite Chambua, qu'on a vu précédemment. L'appel aux ancêtres, donc aux deux lignées. La grand-mère dit, on a demandé à quelqu'un, c'est Kay, on imagine que c'est le clou, de chercher à comprendre d'où venait la cause, d'asperger et de verser l'eau sur le bébé pour qu'il arrête de pleurer. Et nous, on a prié les ancêtres, Chambua, pendant Chambua. Et si c'est efficace, on prépare des offrandes pour eux en fonction de leurs préférences. Plus tard, le père et la mère racontent un événement survenu la nuit en lien avec les êtres surnaturels. Ils décrivent la nécessité de faire à nouveau Chambua. La grand-mère dira « On a vu pendant la nuit, il y avait une ombre qui est rentrée dans la moustiquaire et le bébé s'est mis à pleurer. Alors j'ai allumé les baguettes d'encens en parlant et puis bébé a arrêté de pleurer. » Le père dira « Au début, j'ai commencé à voir l'ombre. Le bébé ne pleurait pas encore et puis j'ai vu l'ombre qui était là en montrant du doigt le lit. Il me montre le lit. Mais le bébé dans le hamac s'est mis à pleurer sans cesse jusqu'à ce que l'on allume les baguettes d'encens en parlant et puis elle a arrêté de pleurer. » La grand-mère exprime à plusieurs reprises ses peurs quant aux manifestations somatiques du bébé. Il fallait brûler des baguettes d'encens dans la maison et elle a bien dormi jusqu'au matin. Et c'est pour ça qu'on croit 50-50. Si on laisse le bébé pleurer comme ça, on ne sait pas comment faire. Elle pleure jusqu'à ce qu'elle se bloque la respiration et qu'elle fasse des convulsions. Je vous rappelle que la nuit, on n'a pas le droit de bercer. Elle dit aussi plus loin, la grand-mère, « Moi, j'ai fait baibon, prier, chombua, du côté des deux lignées en leur disant de ne pas venir faire peur au bébé. Je vais vous donner des offrandes. » On comprend dans l'implicite le lien avec les êtres surnaturels pouvant reprendre le bébé dans l'autre monde. La grand-mère dira, quand le bébé a environ 2 ans, on se sent plus tranquille. On est moins inquiet et quand le bébé est petit, on s'inquiète de la mère originelle. Quant au père, il dit, elle était très jeune à ce moment. Elle a beaucoup pleuré alors. Enfin, le clou et le centre de santé sont tous les deux sollicités 50-50. La famille a recours aux deux. Le père dit à l'époque, quand elle a eu le souffle coupé et des convulsions, on est allé chez un clou, et puis sur le chemin du retour, on est allé au centre de santé. La grand-mère dira, après sur le chemin, on est allé voir le médecin au centre de santé, et ensuite ça a été efficace. Et après être allé chez le clou pour faire une amulette rouge. Le père dit, on croit à moitié, on croit 50-50. Qu'est-ce qui illustre cette étude de cas? Une forme de parentalité collective dans laquelle la grand-mère maternelle joue un rôle important dans les techniques de maternage. Elle a beaucoup pris la parole, même si le père aussi. Elle détient le savoir. Cette étude de cas illustre aussi les matrices ontologiques, donc les représentations du bébé partagées par le groupe culturel, les théories étiologiques des pleurs, les causes des pleurs, qui donnent du sens aux logiques, donc ontologiques au travers du récit, l'influence des croyances et des représentations culturelles et familiales du bébé sur les techniques de maternage, dont la berceuse, l'importance de la présence des rites et des rituels liés aux ancêtres et aux êtres surnaturels dans le quotidien du jeune enfant, et puis les logiques thérapeutiques, les actes thérapeutiques et le recours au clou, puis au centre de santé.
Cette famille aussi montre des manifestations culturelles de l'angoisse de mort, hein. Euh, il existe des représentations somatiques et signes cliniques qu'on a vus en lien avec les êtres surnaturels susceptibles de venir reprendre le bébé, pour ne pas dire mourir, hein. Les convulsions, la fièvre, tout ça, ça fait très peur. La pratique des berceuses aussi, leur durée prolongée. Ils commencent très tôt, ils prolongent très tard. Ça marque aussi cette angoisse, cette manifestation culturelle de l'angoisse. Et puis la durée prolongée de la pratique du couteau aussi, hein, ils le mettent très très longtemps. Et puis la pratique du collectif du couteau aussi, ils le mettent pour toute la famille la nuit et non plus seulement pour le bébé. Voilà, j'en arrive à mes premières conclusions. Des premières conclusions qui sont euh, au regard de mes premiers résultats. Donc ce sont plus des premières conclusions plutôt qu'une véritable discussion. Et ces 3 premiers résultats sont issus essentiellement de la traduction des entretiens et de l'observation sur le terrain, qui donc ont permis de contextualiser la place des berceuses et nous amènent de nouveaux apports pour une nouvelle revue de la littérature, pour étendre cette revue de littérature. Je vous rappelle mes objectifs, hein, c'était de mettre en évidence les croyances et les représentations culturelles et familiales véhiculées par les berceuses, dans la construction des liens affectifs entre le bébé et son milieu familial, mais également dans les modalités de transmission et d'affiliation culturelle. La berceuse comme modalité thérapeutique pour calmer les esprits, donc euh, pour, euh, pour revenir aux résultats observés et pour les interpréter un petit peu, les berceuses se transmettent donc de façon intergénérationnelle au sein d'une parentalité collective avec une importance éducative de la part des grands-mères, des grands-parents surtout, mais des grands-mères principalement, des arrière-grands-mères. Le bébé est porté affectivement donc et culturellement par le groupe familial. La naissance du bébé s'inscrit dans un syncrétisme culturel et religieux qui le relie donc à la vie antérieure, sans cesse aux êtres surnaturels, aux ancêtres et à Madaïdam. Et je m'interroge en fait, parce que Madaïdam, ça veut dire que Madaïdam, elle est encore la mère, dans leur croyance, la mère de cet enfant, elle est susceptible de venir le reprendre. Et même si on fait tout pour qu'il ne reparte pas dans la vie précédente en faisant un rite de passage, le Tomlet Jonkran, le couteau persiste par la suite. Donc il y a toujours un doute. Et donc ça va conditionner les interactions maternelles et les techniques de maternage. Le bébé, ça veut dire que le bébé n'appartient pas qu'à une seule mère pendant tout un temps. Je vous rappelle que le bébé avait 21 jours lors du Tomlet Chankran, et après le Tomlet Chankran, il continue de mettre le couteau. Les rites de passage, donc et les rites de protection vont permettre de l'inscrire, ce bébé, dans ce nouveau monde, et donc tout le temps faire en sorte qu'il ne reparte pas dans l'autre monde. La berceuse est donc une des modalités thérapeutiques pour calmer les pleurs du bébé, dont la cause provient donc des entités surnaturelles de la mère originelle. On va bercer pour calmer les pleurs du bébé. Et calmer les pleurs du bébé, c'est calmer, mettre à distance les ancêtres et les êtres surnaturels. Donc c'est bien eux qu'on cherche à chasser par le fait de bercer. Et de bercer parfois de façon très agitée, quand le bébé est très agité, puisque l'intensité en fait du chant augmente quand les pleurs augmentent. Et donc ça, je m'interroge aussi sur l'intensité donc du chant euh, et la qualité émotionnelle et la régulation émotionnelle réciproque que les rites collectifs peuvent générer, mais également la berceuse et le rituel de la berceuse. Qui commence tôt et qui est répété plusieurs fois dans la journée, tous les jours. Voilà, on peut imaginer, d'ailleurs on ne fait pas qu'imaginer, hein, certaines familles nous ont dit que ça permet de se calmer soi quand on calme le bébé. Donc elles sont indissociables aussi, les berceuses, donc du style de bercement dans le hamac, et donc elles font partie des techniques de maternage pour endormir le bébé, qui associent aussi le corps comme instrument de transmission, dont les anthropologues ont souvent parlé. Et puis, les berceuses, elles s'apparentent à des chants populaires de mariage, traditionnels ou religieux, saute-toi,
et encore chantées sans parole aussi, hein, comme je le disais, avec répétitivité et assonance. Et elles constituent des supports de transmission culturelle, religieux et musicale. Des supports de transmission culturelle, religieux et musicale. Ça fera l'objet en fait d'une analyse de contenu euh, des berceuses notamment qui viendra par la suite. Et là, ça ouvre sur plusieurs champs en fait, notamment donc au niveau en effet du contenu, qu'est-ce qui est dit. Parfois, il n'est pas dit grand-chose, mais c'est les assonances et les répétitivités qui va agir sur le bébé. Mais il y a aussi des champs qui sont très intéressants à étudier. Donc voilà, je crois que j'en ai fini. Et je vous remercie pour votre attention et je suis ouverte aux questions. Merci beaucoup, Candice, pour cette présentation vraiment passionnante. C'est une recherche vraiment extrêmement riche. Donc, je suis sûre qu'il va y avoir des questions. Donc, pour les participants, vous pouvez écrire vos questions dans le petit Q&A que vous voyez donc sur votre écran. En attendant que les questions arrivent, ben moi j'en ai beaucoup des questions. Donc, on peut commencer. Moi, je trouve ça passionnant, hein, l'idée de la co-recherche. Et je me demandais un petit peu justement comment cette collaboration, à la fois avec les familles comme participants de la recherche et avec les traducteurs et avec la nurse, euh, comment ça fait évoluer la recherche. Il y a le point de départ et comment ça travaille ça avec le temps. Donc ça, ce serait une première question, Candice. Comment la recherche évolue avec le temps, avec la co-construction de l'interprète et, et du traducteur, c'est ça? Euh, elle évolue dans l'après-coup, je crois. Pas elle évolue sur le terrain, mais dans l'après-coup, dans la relecture surtout des entretiens. Elle permet aussi, la traduction, la retranscription permet de revisiter les interactions avec mon interprète notamment. De comprendre aussi au travers de ses propres réactions à elle, moi, à nouveau, de me décentrer culturellement parce que c'est sans arrêt des allers-retours entre qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, qu'est-ce que moi je comprends, est-ce que je comprends bien? Et donc ça pousse en fait à ce décentrage culturel dont je parlais. Et c'est ça qui fait évoluer en fait la recherche, c'est de se décentrer pour rentrer à l'intérieur de cette culture et à l'intérieur aussi, notamment de la culture, mais aussi au niveau linguistique, quand on traduit avec le traducteur universitaire au travers des mots et ce glossaire qu'on est en train de constituer, de comprendre d'autant plus en fait ce qui a été dit et comment ces familles pensent. Et donc, on a accès aux croyances et aux représentations. Et justement, moi, je me demande, parce que vous parlez de positionnement et d'altérité, et comment ça a transformé aussi votre propre positionnement et votre construction de l'altérité? Est-ce que vous sentez une différence entre le moment où vous avez commencé la recherche et l'endroit où vous êtes maintenant de votre recherche? Oh oui, je crois que c'est vraiment pas fini, hein. C'est euh, c'est une évolution constante et tout au long de la recherche, il y a une remise en question sur ce positionnement. Alors là, j'ai fini le terrain maintenant, mais je réalise aussi parfois ce que je n'ai pas fait sur le terrain aussi, ce que j'aurais pu faire. Donc, je me laisse la possibilité de retourner sur le terrain, même si j'ai terminé l'inclusion des données, pour revoir ces familles, parce que justement, il y a cette évolution aussi. Alors, est-ce que c'est la question, comment moi j'ai évolué en fait? Comment moi j'ai évolué en tant que chercheuse? Je crois que j'évolue, peut-être que je pourrais le dire après la thèse encore, mais je crois qu'on évolue tout le temps. J'ai fait aussi de tranches de psychanalyse qui m'ont aussi permis aussi d'apprendre aussi à l'intérieur de moi et de faire ce travail d'introspection. Donc, je crois que ça se poursuit au travers de ce travail aussi de recherche, en lien aussi avec ma propre analyse subjective aussi, de franco-khmer, de ce que moi aussi j'ai compris de mon histoire aussi paternelle. Voilà, des choses que je n'avais pas compris. Donc, en fait, la chercheuse, elle n'est pas indépendante de l'être individuel que je suis, évidemment. Voilà.
Et est-ce que la chercheuse, elle se dit aussi, tiens, ce que j'apprends au travers de cette étude des berceuses Khmer, est-ce que c'est quelque chose que je pourrais réappliquer dans un contexte complètement différent, par exemple un contexte absolument occidental, pour ouvrir encore un nouveau champ d'études dans justement dans l'étude de berceuses occidentales ou de manière de construire la relation filiale, la transmission, etc., entre la mère et l'enfant, entre la famille et l'enfant. Ben oui, en France, en fait, dans toutes les consultations transculturelles, ça pourrait évidemment, c'est sur ce modèle transculturel de psychologie, de psychothérapie transculturelle, de psychologie transculturelle. Donc là, je fais des entretiens cliniques de recherche, donc je suis pas dans de la psychothérapie, mais évidemment, c'est basé sur cette complémentarité, ce complémentarisme anthropologie, psychologie. C'est deux lectures, euh, c'est deux lectures euh, qui permettent de pouvoir recevoir notamment les femmes, les mamans, les femmes migrantes, notamment dans les consultations avec leurs bébés qui sont aujourd'hui reçus, qui ont des difficultés aussi à être dans un pays dans lequel elles ont migré avec des repères culturels tout à fait différents. Et des bébés avec lesquels parfois elles ont du mal à créer du lien aussi, puisque quelque part, elles s'enlèvent le droit de pouvoir pratiquer les rites et les rituels dans le pays d'accueil. Et donc, il y a des consultations qui sont groupales. Et le groupe est porteur justement et reconstitue cet effet groupal culturel et collectif qui là, moi, je le vis en direct en fait sur le terrain, mais on peut imaginer que euh, une personne justement qui migre arrive seule en fait, n'a plus ce groupe culturel qui est porteur et qui est porteur avec des rites et des rituels pour pouvoir créer du lien. On voit bien que le bébé ne crée pas du lien qu'avec une seule personne, pas que avec sa mère, mais avec tout un groupe familial. Donc oui, c'est tout à fait une étude qui va pouvoir aussi donner des repères, notamment culturels, mais qui va continuer d'apporter euh, de la littérature à la littérature transculturelle. Justement, en parlant de littérature transculturelle, donc vous pratiquez quand même, là vous êtes dans une pratique pluridisciplinaire, interdisciplinaire. Euh, c'est quoi la complexité, c'est quoi la difficulté de travailler à cheval sur deux, moi je dirais même beaucoup plus de disciplines, hein, parce qu'il y a quand même aussi un filmé qui fait encore appel à quelque chose d'autre dans l'anthropologie, établir un glossaire qui est encore aussi quelque chose. Donc c'est quoi? C'est comment c'est difficile, comment ça se fait, quels sont les défis, quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs? Alors, c'est une méthodologie en effet qui est très complexe, qui me passionne, parce que je crois que si j'avais seulement une discipline, en fait, je m'ennuierais. En fait, j'aime justement cette idée de complémentarisme, et je ne voyais pas de toute façon faire de la psychologie clinique sans d'emblée. En fait, je me suis intéressée à la psychologie transculturelle, à la psychologie transculturelle et aux pratiques interculturelles, hein. La complexité, ben, en fait, là, c'est deux lectures, en fait, à la fois anthropologiques et psychologiques, mais qui sont cliniques, mais qui sont non simultanées. Donc là, je suis vraiment dans une partie vraiment très anthropo, mais avec, en traduisant, évidemment, une oreille clinique. Donc, je commence à voir en fait l'aspect clinique, notamment au niveau, bah, vous voyez, des manifestations culturelles de l'angoisse, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut interpréter de cet ordre-là? Mais donc, du coup, c'est non simultané. Donc, ça me permet de me concentrer d'abord, hein. Et d'ailleurs, il faut, parce que je peux pas être partout. Et puis, je n'ai pas une formation en plus d'anthropologue au départ, donc j'apprends en plus en même temps. Je suis clinicienne, donc la complexité, oui, je suis pas linguiste non plus, donc j'apprends en même temps aussi. Et puis je suis pas non plus cinéaste, donc j'ai dû apprendre aussi sur le terrain et faire de l'analyse de tout ça. Bah, je crois que c'est complexe, mais c'est tellement passionnant euh, avec un sujet qui est passionnant. Euh, et la complexité, c'est surtout de pouvoir structurer tout ça, de pouvoir structurer tout ça pour revenir aux berceuses, parce que là, j'ai contextualisé, en fait, hein, les berceuses. Mais il va falloir que je revienne, en fait, aux berceuses précisément, et
et donc de revenir à mes deux axes principaux. Donc, je dirais, ouais, c'est de structurer tout ça et de ne pas s'éparpiller. Ouais, c'est souvent la complexité des études interdisciplinaires. Ça ouvre tellement de champs, tellement de pistes. On a envie de tout explorer et on part ailleurs. Euh, alors donc j'invite tout le monde à poser des questions parce que moi je continue pendant ce temps-là. Euh, Justement, parlant un petit peu de méthodologie, si je comprends bien, c'est un processus itératif. Donc voilà, il y a des observations, il y a des choses qui sont analysées, construites. On revient encore à de l'observation sur le terrain. Comment ça se passe cet échange, voilà, entre les différentes étapes? Est-ce qu'on a comme ça des espèces de couches qui se superposent? Qu'est-ce que ça construit? Des allers-retours Ouais, entre le terrain et la théorie et la traduction, ouais. ça permet d'approfondir et de nourrir toujours plus, en fait, ce qui n'a pas été compris, ce qui a été laissé en suspens sur le terrain. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été laissées en suspens sur le terrain. Et là, en traduisant, c'est pour ça que j'ai envie d'y retourner. Parce que j'ai créé du lien avec ces familles en plus. Donc, elles m'ont raconté des choses qui, sur le moment, sur le terrain, l'interprète n'a pas elle-même pas tout compris, parce qu'elle devient aussi un objet de recherche. C'est une co-chercheuse, mais c'est aussi un objet de recherche. Donc, elle ne peut pas tout me traduire sur le moment en plus, et puis elle n'a pas tous les repères. Donc c'est dans la troisième phase, là, cette phase de retranscription. Non, oui, de retranscription, pas de retranscription, de traduction avec le traducteur universitaire, euh, là qu'on fait nos recherches. La question, c'était qu'est-ce que ça apporte? Comment ça se... Ben, en fait, ça nourrit toujours plus. En fait, on précise, hein, on précise le point, en fait. On précise les points, on précise les données sans arrêt. Et on a compris quelque chose, on a perçu quelque chose, mais on va aller voir dans la linguistique, on va aller voir dans les écrits, et puis il y a des choses qui ne sont pas écrites non plus parce qu'il n'y a pas grand-chose d'écrit, c'est surtout ça. Il y a Lokulu Anchulin qui a beaucoup écrit sur les rites et sur Madai Dam, hein, la mère originelle, mais il n'a pas fini non plus d'écrire dessus. Il se pose encore beaucoup de questions. Donc, ben, en fait, il y a beaucoup de choses qui restent encore en suspens et voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais ça précise tout le temps plus, en fait, ces allers-retours. Et si, évidemment, là, j'ai un planning de thèse en 3 ans, mais ça fera aussi certainement l'objet d'un post-doctorat. Oui, ça prend du temps. Et je me demandais justement, là, vous étiez en train donc de décrire ce processus d'aller-retour. Le processus filmique, lui, comment il se passe? C'est-à-dire, quel est votre champ de caméra? Comment vous posez la caméra? Qu'est-ce que vous filmez? Vous filmez une scène de groupe, vous filmez des visages, vous laissez la caméra tourner ou vous bougez la caméra? Comment vous créez du document avec ça? Alors, comme je suis au départ en effet pas cinéaste, il a fallu que je tâtonne sur le terrain. J'ai acheté un pied, pour y poser un iPhone Max Pro 15. C'est-à-dire que en fait, je n'ai pas de caméra, mais j'ai un très très bon iPhone qui fait des super vidéos et des photos. Au début, j'ai tâtonné, donc je n'avais pas le même appareil. J'ai fait des photos. Mon interprète m'a prêté aussi son iPhone. Au départ, c'était un peu artisanal, hein. Et par la suite, en fait, je me suis évidemment améliorée. J'ai acheté un pied, j'ai posé en fait le téléphone en permanence pour filmer les entretiens. Évidemment, avec le consentement toujours pour les photos et les films des participants, toujours. Même les photos que vous voyez là, j'ai l'accord. Euh, donc ça, c'était précieux aussi. Dans le comité d'éthique, c'était inscrit. Euh, j'ai donc les derniers entretiens, c'est peut-être 4 ou 5 familles sur toute la totalité qui sont entièrement filmées. En plus du film, je les ai enregistrés au niveau audio. Parce que, en fait, au départ, je n'avais que les audios et j'avais des films, des moments d'endormissement des bébés, des chants et parfois certains soins, certaines techniques de maternage comme le bain, notamment aussi. J'ai plusieurs scènes de bain, de douche, de change. Et puis des scènes du quotidien, en fait, puisque j'étais en immersion sur le terrain. Donc,
plein de scènes en fait qui me paraissent importantes. Alors j'ai plein de matériel. Et voilà, c'est toute la difficulté aussi, c'est que j'ai énormément de matériel. C'est voilà. Donc j'ai un matériel extrêmement riche. Et donc, en effet, il faut que je structure tout ça. Et les entretiens me permettent, en fait, ce sont des supports, vous avez raison d'en parler, parce que c'est des supports précieux, les images, pour l'analyse à la fois des rites, du Tomlet Chankran notamment, qui a été, je suis assez contente de moi, assez bien filmé en 3 phases. Et mon interprète, sans me le dire, a filmé une autre phase que moi, je ne pouvais pas. Donc moi, j'ai filmé en grand la scène. Donc j'ai l'ensemble, en fait, du Tomlet Chankran. Et elle a filmé de façon plus précise, par exemple, la préparation de l'assiette d'offrande. Donc en gros plan. Donc on va voir beaucoup plus précisément, en fait, ce qui est mis sur l'assiette des offrandes. Et ce qui est précieux, c'est que lors de l'analyse, en fait, à l'université, le traducteur enfin, ça lui permet d'être sur le terrain d'une certaine façon, parce que qu'avec l'audio, parfois, alors même s'il a une super oreille, il a une oreille extrêmement fine, il arrive à distinguer qui est la grand-mère, l'arrière-grand-mère, la tante, voilà. Mais c'est quand même pas très facile. Donc maintenant, à chaque fois, je lui mettais les photos, en fait, avant de la retranscription pour qu'il puisse voir à qui il avait affaire. Mais maintenant, il voit aussi le positionnement de chacun, c'est-à-dire que c'est très intéressant. Pendant l'entretien avec le clou Khmer, notamment, on a eu 2 entretiens, 2 échanges, et là où on était situé en fait, assis, il a pu me faire remarquer à quelle place il me mettait. Voilà. Donc, ce qui m'a permis de me réajuster la fois d'après. Voilà. Les places sont très importantes aussi, la prise de parole est très importante. Qui prend la parole, à quel moment, quand. Donc, tout ça, c'est analysé aussi. Oui, c'est vraiment une documentation multiple. J'imagine que ces archives filmiques restent sous forme d'archives ou vous avez l'idée peut-être de faire quelque chose avec. Alors, dans le comité d'éthique, dans mon protocole, tout est verrouillé pour que ce soit essentiellement dans le cadre de la recherche, pour que ça serve à la recherche. Je pense que, en effet, je pourrais le monter, en faire un film Arte, hein. Mais il faudra que je demande à nouveau une autorisation auprès des familles dans ce cas-là. Pour l'instant, j'étais extrêmement bien accueillie et à chaque fois que je leur ai demandé de filmer, à chaque fois, elles m'ont toutes dit, toutes les familles m'ont dit, diffuser en France nos traditions, notre culture, c'est très important qu'elles se conservent. Et donc peut-être une prochaine étape. Et parlant de prochaines étapes, donc là vous avez travaillé sur la région de Takeo. Oui. Euh, Est-ce que vous envisagez d'étendre cette recherche à d'autres régions du Cambodge, bien sûr, peut-être à d'autres communautés? Moi, je pensais, hein, par exemple, au Cham. Est-ce qu'il y aurait peut-être des différences à marquer? Et puis, comme vous parlez de la frontière du Vietnam, je me disais, est-ce que ce ne serait pas intéressant aussi d'aller voir un petit peu de l'autre côté ce qui se passe dans les familles vietnamiennes de cette région, enfin, hein, de la région juste à côté? Comment, voilà, est-ce qu'il y a aussi des formes d'échanges culturels dans ces zones frontalières? Et ce serait très intéressant d'aller, en effet, de décliner cette recherche, en fait, dans d'autres provinces, évidemment, puisque moi, je me concentre, c'est une méthodologie qualitative qui se concentre sur 14 situations, enfin 13 familles, un Krugmer. Évidemment que ça serait très tentant de pouvoir décliner cette recherche dans d'autres provinces. Une fois la méthodologie que j'ai mise en place, en fait, avec une interprète, un traducteur, euh, c'est faisable, en fait. C'est possible que ce soit refait par un autre chercheur, par moi ou par un autre chercheur. Et évidemment, toutes les autres communautés pourraient être intéressantes dans ce syncrétisme. Moi, je m'interroge sur ce syncrétisme culturel et religieux, en fait, chez les Tcham notamment. Moi, j'habite dans le quartier Tcham, en fait, hein. Donc, euh, je vous en avais parlé hein, lors de la préparation de ce webinaire, mais les Tcham, là, au marché où je vais, je vois des mamans bercer, en fait, des loups, les vendeuses au marché, qui bercent pendant qu'elles travaillent. Et elles bercent le bébé dans le hamac en chantant, en leur faisant écouter. Eh, c'est pas elles qui chantent.
Elle faisait écouter cette maman des chants religieux en arabe. Et donc, quand je suis allée la voir, je lui ai demandé si elle parlait arabe. Elle m'a dit que non, elle parlait pas arabe, que les berceuses étaient en arabe, qu'elle priait en arabe, mais qu'elle parlait que khmer. Donc, je m'interroge sur justement les rituels qui sont utilisés, les rites et les rituels, les croyances. Comment c'est, parce qu'en fait, on parle de mélange dans ce secrétisme culturel et religieux, de mélange de bouddhisme Theravada à l'animisme, aux croyances populaires khmer, à la religion populaire khmer, comme dirait Loko Anchulin. Euh, donc, euh, donc, comment ça s'associe aussi avec, euh, avec les musulmans, avec les chiites? Comment ils associent tout ça? On avait un petit peu abordé le sujet, et justement, là, moi, je penserais à la question de l'urbanisme, de la modernité et de l'effet que ça peut avoir de la modernité, de l'hypermodernité de maintenant. Justement, euh, on avait abordé cette idée du rôle des médias sociaux et de l'Internet sur le fait qu'on peut trouver aussi des chants sur Mm. YouTube. Donc, ça aussi, comment vous le prenez en compte dans votre recherche? Ben, tout simplement, j'ai des récits là que je vais analyser plus précisément, mais des mamans surtout, parce qu'on a parlé beaucoup des grands-mères là dans ce webinaire, mais les jeunes mamans ne bercent pas autant que les grands-mères et les arrière-grands-mères, et surtout, elles ont tendance à poser leur téléphone avec des berceuses, mais leur téléphone sur YouTube, il y a des berceuses, elles posent à côté du bébé, c'est pas elles qui chantent. Donc, il y a quelque chose qui se transforme. À la fois, il y a la tradition des berceuses qui perdure, mais ce n'est plus elle qui chante. Et on sait à quel point c'est important que ce soit l'humain qui chante, parce qu'il va y avoir aussi des imperfections. Il y a aussi le corps dans lequel le bébé a grandi, la voix de la mère, la voix de la grand-mère, à quel point il réagit quand on lui chante une berceuse. C'est pas la même chose que quand il écoute en fait quelque chose qui est sans émotion. Enfin, en tout cas, les émotions, peut-être elles sont transmises par le téléphone, mais il n'y a pas l'imperfection des émotions de la mère ou de la grand-mère. Donc oui, à la fois le crew se modernise, le crew khmer se modernise par les consultations en visio et, et les berceuses se démocratisent au travers du téléphone aussi. Mais elles perdurent, en tout cas en milieu rural. Ouais, ça c'était une question aussi que je me posais. Je sais pas, je pensais à l'exode rural. À quel point aussi, par exemple, est-ce qu'il y a des situations où les deux parents doivent aller travailler en ville, mais laissent le bébé avec le reste de la famille? Est-ce que vous avez rencontré une situation Oui. comme ça où les parents reviennent parfois, et est-ce que ça change les interactions? Est-ce que les parents, du coup, ont envie de bercer l'enfant ou est-ce que ça reste quelque chose qui est fait par la famille ou le collectif? Alors, oui, j'ai une situation dans laquelle j'ai rencontré une maman, mais donc qui vivait avec ses parents, son mari et ses parents, mais en fait qui avait donc plusieurs sœurs qui étaient parties travailler en Thaïlande, dans les usines en Thaïlande. Et donc les enfants étaient, alors pas les bébés, hein, les enfants à partir de 9 mois étaient confiés aux grands-parents. Donc, en fait, oui, c'est intéressant que vous posiez la question parce que du coup, ça réactive en fait ces souvenirs d'entretien. En effet, le bébé et l'enfant a grandi avec sa grand-mère, hein, comme quelque chose de complètement naturel. La grand-mère utilise les techniques de maternage et les croyances, voilà, hein, qu'elle a. La mère, en fait, revient, parfois au bout de 2 ans, hein. Elle travaille en Thaïlande, hein. Donc, parfois, elles ont été bloquées aussi pendant le Covid, tout ça. Et le bébé, l'enfant grandit, il revient et il reconnaît pas sa mère, en fait. Il appelle sa tante. Euh, voilà, cet enfant, il est élevé par sa grand-mère. Et par les tantes aussi. C'est quelque chose d'assez courant, ouais. Est-ce qu'elle berce au retour? Non, je crois pas. Non, parce qu'il y a quelque chose qui s'est pas créé, en fait, au niveau du lien. Elle a confié son enfant à ses parents en toute confiance et à sa sœur. Ce serait sans doute intéressant, effectivement, de regarder aussi
j'imagine, hein. Comment ça se passe, par exemple, dans un milieu urbain où vous auriez juste les parents et peut-être pas toute une famille étendue et comment eux s'occupent du bébé euh, en comparaison? Je ne sais pas si c'est le cas, je ne sais pas. Est-ce qu'il justement vous En rencontrez milieu comme urbain. beaucoup plus nucléaire? En milieu urbain, je ne sais pas, puisqu'en fait, ma recherche se trouve essentiellement en milieu rural. Après, moi, autour de moi, comme je suis à Phnom Penh, je vois ce qui peut se passer. Euh, Après, je peux pas vous répondre, non. Au niveau urbain, je sais pas précisément, j'observe, mais j'aurais pas suffisamment de... C'est une direction que vous pourriez prendre ou il faudrait rencontrer vraiment, je ne sais pas, un Milieu cas. urbain? Ouais, Non, je ai pas pensé. non, ok, peut-être. Alors, peut-être. Et justement, en pensant à ça, je me disais, donc vous parlez d'une étiologie des pleurs qui est non somatique, hein, ce qui est vraiment quelque chose de fascinant. Et je me demandais, est-ce qu'il y a quand même une espèce de transformation de la perception de cette étiologie, une espèce de, je ne sais pas si on peut dire une confrontation, mais enfin, du moins, euh, une médecine comme ça, on va dire moderne, entre guillemets, une médecine occidentale qui dit non, 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 ça reste somatique. Donc, par exemple, vous êtes dans le milieu rural, on va voir le médecin, il dit non. Ok, d'accord, mais être surnaturel, mais en même temps, le bébé, il a ce problème-là, et ça, c'est un problème physique. Est-ce que ça arrive, cette espèce de petit clash, ou je sais pas, ou de rencontre Le médecin au centre de santé, il a les mêmes croyances. Donc, en fait, les familles disent bien que si le bébé il a une angine, hein, s'il a mal à la gorge, ils vont aller voir le centre de santé. Mais il y a une famille qui me disait, genre, on parlait du couteau, et une famille me disait, bah, quand je suis sortie du centre de santé après avoir accouché, le médecin du centre de santé m'a dit, allez acheter un couteau, c'est mieux quand même. Donc, en fait, elles disent bien les familles, même si on y croit, on n'est pas sûr, mais dans le doute, quand même. Et le médecin, en fait, au centre de santé, euh, il, euh, il soigne, évidemment, il soigne avec ses connaissances médicales, il a fait médecine. Euh, mais je pense qu'il est tout à fait d'accord pour que les familles aussi voient en parallèle le clou khmer. Euh, Par exemple, ça dépend pourquoi. Et les familles savent aussi que les médicaments, alors pour eux, ça coûte cher les médicaments, hein. Donc le clou coûte moins cher. Voilà. Mais par exemple, j'ai une grand-mère là qui racontait que elle avait emmené son petit-fils son petit-fils devait être piqué. Alors je crois que c'était pour une prise de sang. Et ils n'arrivaient pas à trouver les veines. Donc, ils étaient à trois médecins à l'hôpital. Je ne sais pas si c'était au centre de santé ou à l'hôpital, mais en tout cas, c'était dans un centre médical. Ils n'arrivaient pas à le piquer et elle s'est mise à la porte en fait de la chambre et elle a commencé à prier les ancêtres, à faire Tchambou. Et après, elle est revenue dans la chambre et ils ont pu piquer le bébé. Donc, elle m'explique que ça a marché. Voilà. Donc, d'un point de vue scientifique, c'est intéressant de comprendre ce qui se passe au niveau de comment elle a pu peut-être se rassurer elle-même, pouvoir être ressource pour son enfant, au niveau de la régulation des émotions, justement. Ce qui se passe aussi pendant les berceuses. Et ça ouvre justement sur une autre revue de la littérature. Oui, on voit une famille, hein, à un moment, c'est le père de famille qui dit on y croit 50-50. Une Dans cette étude de position cas. pragmatique comme ça, Mais vraiment. même pour d'autres situations, c'est-à-dire que euh, on parlait de mon interprète aussi, comment on évolue aussi. Mon interprète et toutes les familles à la fin me demandent si j'ai des enfants. Et je leur dis que oui, et que j'ai des garçons. Et ils me disent, mais pourquoi t'as pas de filles, hein? Et donc je dis, bah, parce que la nature ne m'a pas donné de filles. Et ils me disent, mais t'aimes pas les filles, hein?
Alors, je réponds que si j'aime les filles, mais la nature m'a pas donné de fille. Et donc, mon interprète m'a dit que, bah, que elle avait aussi, elle avait deux garçons, elle n'avait pas de fille, et donc elle avait fait la technique pour avoir une fille. Donc, elle m'a montré un polycopier où il y a tous les âges, avec les mois, et en fonction de tel mois, tel âge, en fait, eh bien, s'il y a un rapport sexuel pendant ce moment-là, eh bien, il y a fille ou garçon. Et elle me disait que quand je lui ai demandé où elle avait eu ce polycopier, elle m'a dit que c'était le centre de santé qui l'avait donné. Voilà, Ça a marché pour elle. Est-ce qu'elle a eu une ça a fille? marché pour elle. Elle a une fille. Ok, très bien. Alors, j'invite hein, encore nos participants à poser des questions. Moi, j'en ai encore un petit peu et on a encore un Et- petit peu de temps. Ouf! Euh, Moi, je me demandais aussi, parce que donc le bébé, c'est un être qui est comme ça dans une espèce d'espace liminaire, indécis, entre deux mondes. Est-ce que vous sauriez, par exemple, nous dire s'il y a des rites qui sont très semblables pour d'autres personnes dans des espaces liminaires? Je pense par exemple à quelqu'un qui est très malade, ou voilà, donc des êtres, des gens dont on sait que ça peut aller d'un côté, de l'autre, hein. Ils sont entre un monde voilà, humain et un monde surnaturel. Est-ce qu'il y a comme ça des rituels, des similarités de rituels? Je ne peux pas répondre à votre question. Je ne sais pas. Ok, Non, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse là comme ça, non. Des êtres malades, ben, j'ai pas eu accès en tout cas à ça. ouais. Là, peut-être une littérature intéressante à regarder aussi, s'il y a une littérature. Hein, je me disais, est-ce qu'il y a comme ça des choses qui restent, hein, qui forment comme ça une espèce de modèle dans l'idée de, euh, enfin, là, de considérer cet être qui est entre deux mondes? Euh, je ne sais pas si je comprends bien la question en fait. Euh, Voilà, donc la question que je me posais, c'est est-ce que, mais si vous n'avez pas regardé ces rites-là, ça va être difficile, mais quand par exemple quelqu'un est malade, on peut penser que la personne, elle est aussi entre deux mondes, hein, en fonction de la maladie, oui. de la gravité de la maladie. Donc est-ce qu'il y a des rituels qui pourraient s'apparenter, est-ce qu'il y a des chants qui pourraient s'apparenter à la berceuse? Est-ce Ah, qu'il y a des pratiques comme ça ah qui... bah, oui, il y en a sûrement, mais c'est très complexe en fait, hein. C'est un monde qui est très très complexe. Le Klou Khmer que j'ai rencontré, moi je l'ai surtout interrogé en effet sur le bébé, hein. Mais il y a des gens qui viennent le voir en effet qui sont malades et donc il a d'autres rites en effet. Euh, Moi je me suis concentrée en effet sur ses interventions pour le bébé. Euh, alors, moi, ce que je sais, c'est le rituel qui s'appelle le pralung. Pralung, Pralung, c'est en fait le rappel des âmes, le rappel des souffles vitaux. On considère qu'il y a 19 souffles vitaux pour unifier un être humain. Et donc, ce rituel-là, d'ailleurs, ce rappel des âmes, il existe dans beaucoup de rites, et notamment le Tomlek Chongkran, où le bébé, en fait, il faut rappeler les âmes, parce qu'en fait, s'il n'y a pas les 19 âmes, enfin, les 19 souffles vitaux, on considère que enfin, la personne peut tomber malade. Et en plus, ces souffles vitaux, ils sont très fragiles, ils sont très sensibles à beaucoup de choses. Donc, ils peuvent s'en aller. S'il y en a un ou deux ou trois qui manquent, en fait, la personne tombe malade. Donc, il faut rappeler les souffles vitaux. Voilà, ça, c'est ça s'appelle le pralum. Il y a Lok Manchulin qui a écrit dessus. Il y a une autre femme américaine, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et il y a aussi il y a trois personnes qui ont écrit dessus. Mais il y a eu même une exposition il y a quelques années avec des photos et sur ces études autour du Pralum. Parce que c'est très complexe. Parce qu'on n'a pas parlé des matériels rituels, mais il y a énormément de matériel et d'offrandes spécifiques aussi, en fait. Encore un autre aspect, c'est-à-dire que vous pouvez encore convoquer la Oui, culture matérielle comme ouais, dimension d'étude. Oui, ouais. ça va faire beaucoup. Et Le hamac, ça suffit. Le hamac, c'est un véritable objet anthropologique, hein, le hamac. Le hamac et la berceuse, ça suffit. Et je me posais aussi une question, évidemment, on en avait parlé déjà en préparant le séminaire, mais avec l'histoire si difficile du Cambodge,
avec la guerre civile, avec l'époque du Kampuchea démocratique, avec le fait qu'il y a eu beaucoup d'orphelins, donc d'enfants qui n'ont pas été bercés, qui n'ont pas réussi à recevoir cette forme de transmission. Euh, Est-ce que vous savez quelque chose sur la question de la rupture, sur le fait que des gens ont recréé eux-mêmes peut-être des formes de tradition qu'ils ne connaissaient pas? Et moi, je me demande comment elles ont été transmises à ce moment-là. Est-ce que dans les familles que vous avez interrogées, je pense peut-être particulièrement aux grands-mères, est-ce que, est-ce que des gens vous ont parlé de ça? Non, non. On n'a pas parlé de... Quelques... Alors, si une personne, c'est la tante... Non, c'est pas la tante, c'est la vieille... Enfin, la vieille femme. C'est-à-dire que tout est relatif, c'est-à-dire que les grands-mères ont mon âge, donc les arrière-grands-mères sont pas très vieilles. Donc on dit Lokié, hein, pourtant, mais cette femme, en tout cas, elle est veuve et célibataire sans enfant. Elle nous a parlé en effet euh, elle nous a parlé de quand elle était petite, pendant le régime Khmer Rouge. Elle avait une dizaine d'années, elle n'était pas si petite que ça. Elle se souvient d'avoir été bercée avant, mais elle se souvient que les autres enfants, pendant le régime Khmer Rouge, n'étaient pas bercés. Il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas l'énergie, il n'y avait pas l'espace psychique pour, je pense. Mais il faudrait aussi chercher quand même, parce qu'il me semble que dans les archives, il y a quand même des berceuses et des chants quand même relatifs au régime Khmer Rouge. Moi, on m'en a pas parlé, mais il me semble qu'il y a des archives de chants, des berceuses qui sont relatives à cette période. C'est fascinant. Donc ça demeure vraiment quelque chose de tellement important dans la société. Euh, Le ok. chant est, Ouais, est le chant, important des ouais, Khmer. cette question. Ouais, ouais, Tout se dit au travers du chant. ouais. Et il y a plein de styles musicaux. Alors, pour terminer, parce que je vois qu'on arrive à la fin de notre session, c'est quoi la prochaine étape? Ben, c'est l'analyse thématique et l'analyse de contenu des entretiens. Ok. Voilà, et ça va être un gros morceau. Mais Ok. j'ai hâte. Enfin, je finis la traduction des entretiens et puis on va commencer l'analyse thématique ensuite avec ma directrice de thèse, évidemment, Bon, puisqu'il n'y a eh ben, jamais seulement un seul analyste, en fait. Enfin, dans la recherche et dans l'analyse de thématique, on est toujours deux. bon. On a hâte de lire. Je sais que vous écrivez, donc on a hâte de lire à la fois votre dissertation et puis bien sûr des articles. J'espère que vous allez publier rapidement. Moi, j'ai hâte d'en savoir plus sur comment vous analysez vos thématiques, etc. Euh, voilà, je pense que nous arrivons vraiment à la fin. Si quelqu'un a encore des questions, euh, voilà. Bah, Candice, encore un grand merci pour cette présentation qui a été Merci vraiment, Stéphanie. vraiment très excitante. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir parler plusieurs fois avec vous sur le sujet et je reste à chaque fois impressionnée par la profondeur de ce que vous faites, par votre méthodologie. Je trouve ça vraiment, vraiment magnifique. Je remercie évidemment tout le monde tous les participants pour leur participation. J'espère aussi que, comme moi, vous avez appris plein, plein, plein de choses. Et puis, bien sûr, un grand merci au Centre d'études Khmer pour ce séminaire et puis pour faciliter toutes ces recherches fantastiques. C'est vraiment une grande, grande chance d'avoir le Centre d'études Khmer pour soutenir tout ce travail d'études sur le Cambodge. Et de façon pluridisciplinaire en plus. Et pluridisciplinaire aussi. Merci. Merci Donc, Patrick et merci à vous Stéphanie. merci. Donc, je souhaite à tout le monde une bonne fin de journée si vous êtes au Cambodge, un bon début de journée si vous êtes en Europe. Et voilà. Et Candice, un grand merci encore une fois. Merci à tous. Au revoir Stéphanie. Au revoir.